Eh bien, bonjour, bonjour à toutes et toutes. Donc, je vous propose que nous démarrions donc ce webinaire d'actualité. Donc moi-même, hop, je vais mettre là, tac, voilà. Donc avec Paul, donc expert comptable et référent pour la région Inextinso Centre-Ouest pour tout le marché de l'économie sociale. Et pour animer ce webinaire, je suis accompagné d'Aurélie. Bonjour à tous, donc Aurélie Piola, expert comptable et référente régionale Inextinso Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on est ravis de vous accueillir ce matin pour ce webinaire. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, donc vos micros sont coupés, vous avez le fil de conversation qui est à votre disposition pour poser vos questions et puis on essaiera d'y répondre notamment à la fin ou si besoin en cours de webinaire, puisqu'on a quelqu'un qui suit les questions et qui pourront nous les reposer le cas échéant. Donc ce matin, on va faire un petit tour sur l'actualité des mesures qui ont été prises. Donc certaines ne sont pas toutes récentes, mais commencent à s'appliquer dès cette année. Donc il nous semblait important d'en reparler. Et notamment, donc on va voir tout ce qui va toucher autour du don et du mécénat, avec différentes mesures qui ont été prises et quelques changements. Le contrat d'engagement républicain, hein, qu'on connaît normalement depuis 1 an, mais justement, ça vient de refaire une petite piqûre de rappel et un point d'étape. Un point également sur tout ce qui est publication des comptes annuels et rapports du CAC, puisqu'il y a différents dispositifs. Et en fait, on verra qu'on n'est pas tous, selon les différentes formes, les sources de financement au même niveau d'obligation. Voilà, tout le package des mesures diverses contenues dans les lois de finances et de financement de la sécurité sociale. Et puis, l'état des avantages et ressources en provenance de l'étranger, qui trouve à s'appliquer dès l'exercice 2023. Donc, on vient de démarrer et évidemment, toutes les questions que vous pourrez nous poser. Et je vais passer la main à Aurélie pour démarrer le point sur les dons et mécénats. Donc rebonjour, effectivement, je vais commencer cette partie sur les dons et mécénats. Donc on verra qu'il y a 4 points importants dont on a souhaité vous communiquer dans cette actualité. Donc je vais commencer par le premier. Donc Loïc, je te laisse, voilà, merci. Donc simple, alors c'est bon pour toi? Ouais, merci. Donc le premier point, c'est l'obligation déclarative des dons reçus. Donc on rappelle tout d'abord que depuis le 1er janvier 2022, on a cette déclaration annuelle qui est obligatoirement faite à l'administration fiscale. Et dans cette déclaration, on doit déclarer le montant global des dons et des versements qui ont été faits pour vos organismes et on doit déclarer le montant total des justificatifs qui ont été émis. Donc ça concerne aussi bien les reçus fiscaux émis auprès des particuliers que ceux émis auprès des entreprises. Donc la première obligation, c'est le montant global des dons et la deuxième, c'est le nombre de documents qui ont été délivrés au cours de la période. À quel moment doit être faite cette déclaration? Donc on l'a faite cette année pour la première fois, donc dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, ça c'est le principe général. Et pour les exercices qui sont clos le 31 décembre, on a un délai supplémentaire qui est au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai, donc tout début mai. Donc c'est un délai qu'on connaissait pour la fameuse déclaration 2070. Donc, comment doit être faite, comment doit être remplie? Pardon, ouais. Pardon? Sur ce délai, c'est important de rappeler, donc il y a eu une tolérance pour la première année d'application où on avait jusqu'au 31 décembre de l'année dernière. Si éventuellement vous l'avez zappé, je dirais mieux vaut tard que jamais, vaut mieux se régulariser maintenant que de rien faire du tout. Par contre, à partir de cette année, on tombe dans une récurrence où ça va être à faire annuellement dans les délais qui vont être les mêmes pour toutes les années. Tout à fait. Merci Loïc.
Donc, cette déclaration, comment elle doit être faite? Donc, il y a 3 modalités qui sont prévues dans le texte, donc on les a notées, soit via la 2070, la 2065 ou par le site Démarches simplifiées. Toutefois, ce n'est pas un choix que vous avez, c'est vraiment un ordre de priorité. C'est-à-dire que les structures qui ne sont pas fiscalisées, qui avant remplissaient déjà la 2070, doivent effectuer cette déclaration obligatoire des dons via la 2070 et la 2065, donc c'est la déclaration des résultats, est à utiliser par les structures qui sont soumises aux impôts commerciaux. Et si les structures n'utilisent ni l'une ni l'autre, on a encore le site Démarches simplifiées, mais théoriquement, on devrait avoir très peu de structures concernées par le site Démarches simplifiées. Donc, on rappelle également les sanctions, parce qu'elles ne sont pas neutres. Une amende de 150 € à 1 500 € en cas de défaut de dépôt de cette déclaration pour la 2e année consécutive. Donc, c'est important de remplir l'obligation du coup pour l'année 2021. Donc, comme l'a rappelé Loïc, ce n'est pas forcément trop tard, puisque si on a cette omission une 2e année, c'est là que les amendes vont arriver. Et puis également une deuxième typologie de sanctions, c'est l'amende de 15 € par omission ou erreur dans la déclaration. Donc il est vraiment très important, il faut avoir une attention particulière portée sur le remplissage de cette déclaration. Voilà, donc 2 attentions, le délai à bien respecter et les informations qu'on indique dans la déclaration annuelle. Donc je vais passer au point numéro 2. Donc la deuxième nouveauté de l'année 2022, ça a été l'obligation d'émettre des reçus fiscaux pour toute structure qui bénéficiait de mécénat d'entreprise. Donc l'émission du reçu fiscal est vraiment devenue obligatoire. Donc, et afin d'avoir la réduction d'impôt. Donc on a vraiment l'obligation de faire ce reçu fiscal et il était applicable dès les dons et versements effectués à compter du 1er janvier. Donc ce reçu fiscal dans sa forme, il est différent par rapport à avant. Donc avant, on avait le même reçu fiscal si on avait un don d'un particulier ou d'une entreprise. Pour rappeler, on devait cocher une case différente. Là maintenant, le formulaire, il est différent pour les entreprises. Donc tous les dons qui ont été reçus d'entreprise, quand vous faites vos reçus fiscaux, on a un format différent. Ça ne remet bien entendu pas en cause le format pour les particuliers. Donc ça veut dire qu'on a vraiment 2 formats qui sont distincts en fonction de l'origine du don. Ce format-là, il était disponible depuis le 8 juin. Donc à un moment, on s'est interrogé, qu'en était-il des reçus qui avaient déjà été émis entre le 1er janvier et le 8 juin. Donc, il faut savoir que l'administration fiscale a fait une tolérance, c'est-à-dire on n'était pas obligé de refaire les reçus fiscaux qui avaient été déjà faits entre le 1er janvier et le 8 juin. Mais à partir du 8 juin, le nouveau formulaire doit être utilisé. Donc, c'est important de vérifier ce point-là si vous êtes bien en conformité. Donc, ce nouveau CERFA, on n'a pas remis toutes les rubriques, mais on a beaucoup de mentions qui sont nouvelles et qui doivent être indiquées. On a pris l'exemple du numéro SIRET de l'entreprise donatrice. C'est un élément qui ne figurait pas sur l'ancien format. Donc, le but, tout simplement, c'est vraiment qu'à terme, qu'il y ait un contrôle par l'administration fiscale, un rapprochement entre l'information qui est donnée par les entreprises dans leur liasse fiscale et l'information qui est donnée par les associations, par les organismes qui émettent des reçus fiscaux dans ce nouveau formulaire. Donc la sanction dans ce cas-là, c'est en cas d'absence de délivrance du reçu ou de non-respect du modèle, c'est vraiment le bénéfice de la réduction d'impôt qui est remis en cause. Donc le donateur, d'ailleurs c'est le cas également pour les particuliers, ne peut plus bénéficier de sa réduction d'impôt. Donc pour être très clair, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'une convention de mécénat qui suffisait jusqu'au 1er janvier 2022 pour permettre à l'entreprise de bénéficier de sa réduction fiscale. Maintenant, il faut, normalement, les entreprises doivent vous réclamer le reçu fiscal adéquat, donc le 2041 mécénat, et pas le CERFA des particuliers, pour bénéficier, eux, de leur réduction. Sachant que dans les mentions, hein, il y aura évidemment tout le montant du don, y compris le montant des
des mises à disposition qui sera fournie par l'entreprise si vous en bénéficiez. Donc tout ça dans une optique à terme, hein, comme le disait Aurélie, de croisement des données pour l'administration et de rapprochement semi-automatique. Donc le point suivant, c'est la possibilité d'utiliser le barème des frais kilométriques des salariés pour les bénévoles. Donc un petit rappel, Loïc, je te laisse passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Normalement, elle doit s'afficher. Je ne la vois pas de mon côté, elle va arriver. Peut-être que les autres personnes... Je peux me permettre, je pense que toutes les autres personnes le voient bien. Aurélie, il faudra que tu commentes un peu en amont parce que tout le monde aura la diapositive. Très bien. Bon, moi, je l'ai sous les yeux quand même, donc il n'y a pas de souci. Donc oui, c'est la possibilité d'utiliser le barème des frais kilométriques des salariés pour les bénévoles. Donc d'abord, on va rappeler le principe. Vous savez que tous les frais engagés pour les missions de l'association par un bénévole peuvent soit lui être directement remboursés, donc sur présentation de justificatif à l'euro près, ou pour les frais kilométriques, lui rembourser ses frais selon un barème. On a la possibilité, les bénévoles ont la possibilité de bénéficier d'un reçu fiscal, donc de la part des structures qui ont la possibilité d'en émettre, bien entendu, s'ils renoncent au remboursement de ces frais au profit de l'association. Et dans ce cas-là, jusqu'à présent, pour ces frais kilométriques, donc abandonnés, c'était le barème des bénévoles qui était imposé par l'administration fiscale. Donc la nouveauté à partir du 1er janvier 2022, c'est la possibilité d'utiliser le barème fiscal des salariés, qui est plus favorable pour le calcul des frais kilométriques. Donc, toutefois, il s'agit vraiment d'un plafond, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà, c'est toujours la même chose. Et si ce barème des frais kilométriques des salariés est choisi, il doit être appliqué aussi bien pour les remboursements de frais, donc aux bénévoles, que pour les abandons de frais. Donc, ce n'est pas anodin, puisqu'on a dit il est plus favorable. Donc, en termes si on part sur les remboursements de frais, on aura des remboursements plus élevés. Donc, nos recommandations sur ce point-là, bien entendu, c'est de s'assurer que l'association est d'intérêt général au sens fiscal afin de pouvoir émettre un reçu fiscal pour abandon de frais. C'est également d'informer les bénévoles du choix de la méthode retenue par l'association, puisque c'est un choix vraiment de l'association quant au barème qui sera appliqué. Il faut rappeler également que le bénévole doit faire vraiment une déclaration quant à sa renonciation expresse au remboursement de frais et donc à son abandon. Et puis s'assurer que la méthode est homogène, c'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir un barème pour les remboursements et un autre barème pour les abandons de frais. Donc le choix du barème s'applique vraiment aux deux. C'est vraiment ce qu'il faut retenir, et donc il n'est pas obligatoire. On a le choix entre les deux barèmes. Je me permets d'insister parce qu'on voit effectivement en pratique des choses pas tout à fait correctes. C'est bien, la structure, elle doit prévoir de rembourser au bénévole ses frais. Par exception, le bénévole va demander le remboursement et du coup, ça va être au même taux que le remboursement qui a été décidé par l'association. Et tout ça doit être matérialisé dans une documentation de l'association, hein, donc un affichage, un règlement intérieur, une note de service. En tout cas, ça doit être prévu pour que ce soit fiscalement acceptable et la structure ne veut pas que accepter des abandons de frais. Elle doit permettre de rembourser à ses bénévoles qui le demandent et vraiment par exception faire l'abandon de frais. Et si on opte pour le barème fiscal des salariés, ça veut dire aussi qu'en termes de formalisme, il faudra derrière, comme pour les salariés, s'assurer d'avoir copie de la carte grise du bénévole pour avoir le nombre de chevaux fiscaux, hein, est-ce qu'on est sur un 5, 6 ou 7 chevaux, et justification d'utilisation de la voiture si la carte grise n'est pas au nom du bénévole. Donc un petit peu plus de complexité que le barème qui était auparavant fixé par l'administration. Quelques petites précisions, mais qui sont importantes parce qu'en termes de formalisme, il faut effectivement s'y préparer. Toujours sur la thématique, hein, autour du don et mécénat, donc quelques précisions sur les contreparties en termes de mécénat.
Donc, on rappelle, hein, le principe de base, c'est que le mécénat, c'est un geste désintéressé. Donc, l'entreprise mécène n'est pas censée attendre de retour du don qu'il fait, hein, que ce soit en argent, en matériel, en mise à disposition de personnel. Et une tolérance de l'administration fiscale dit qu'on peut, dans une disproportion marquée, donc c'est bien le texte qui est dans le BOFIP, donc il n'y a pas un pourcentage réellement marqué, mais cette notion de disproportion marquée, la structure qui reçoit le don peut remercier le donateur par le biais d'une prestation ou voilà, de tickets d'entrée, enfin de choses qui peuvent être en lien avec le don rendu. Les précisions qu'on a eues récemment, c'est notamment tout ce qui va être les contreparties immatérielles, c'est-à-dire la présence du nom, du logo de l'entreprise, enfin du mécène, sa valorisation en termes d'image, hein, donc si je prends dans le sport, la présence du logo sur le terrain, sur un maillot de l'équipe, sur un affichage digital, etc. Donc, tout ce qui est cette partie matérielle, hein, pas l'équivalent du billet d'entrée qui, lui, c'est un bien matériel. On sait que si le ticket d'entrée est de 10 €, ben, on a donné un ticket à 10 €, c'est facile à valoriser. Là, c'est vraiment cette partie image. Donc, pour l'administration, dans le cadre de la contrepartie, elle a plafonné ce retour en prestations immatérielles avec 2 niveaux. Donc, vous voyez, donc, si on a un rayonnement régional, enfin, donc jusqu'à régional, donc si c'est du local, du départemental, jusqu'au niveau de la région en termes de rayonnement, donc de l'association et la manifestation qui ainsi bénéficie du mécénat. Donc, la valorisation de cette partie matérielle ne peut pas dépasser 5% du montant du don de l'entreprise. Et si le rayonnement il devient national, donc forcément, qui dit plus gros rayonnement dit une contrepartie, une valorisation plus importante. Du coup, l'administration dit, dans ce cas-là, on peut aller jusqu'à 10% du montant du don. Mais c'est donc un maximum. Donc, on a en tête hein, ces exemples où on parlait de 25% de contrepartie, donc ça reste enfin, voilà, des exemples donnés par l'administration, mais il faut rester prudent sur la disproportion marquée, donc ça peut très bien peut-être monter à 30 dans certains cas et être que 20 dans d'autres, donc il faut rester prudent à pas tout le temps viser le 25%, et en tout cas, sur la partie image, il faut que la contrepartie ne dépasse pas 5 ou 10% suivant le cas où on sera. Donc, pour à la fois faciliter et se sécuriser, donc même si donc on dit pour bénéficier du mécénat, Aurélie vous l'a dit tout à l'heure, il y aura le reçu à réaliser, mais pour autant, il reste important de rédiger cette convention de mécénat pour définir les contreparties éventuelles qui sont données aux mécènes et du coup en faire la valorisation, notamment les valorisations en termes d'image, pour pouvoir s'assurer du respect de ce seuil, d'autant que pour votre mécène, s'il dépasse 10 000 € de mécénat, il a, lui, à indiquer dans sa liasse fiscale le montant des contreparties qu'il a reçues. Donc là aussi, il commence à y avoir des recoupements pour l'administration entre différentes sources d'informations pour s'assurer qu'on reste bien dans du mécénat et pas dans du partenariat ou sponsoring déguisé. Toujours sur la partie mécénat, mais cette fois de compétences, donc mécénat de compétences, hein, mise à disposition par l'entreprise de son propre personnel pour œuvrer dans l'association, mais en fonction évidemment de la technicité qu'il a dans l'entreprise. Donc ça peut être pour un chantier d'insertion, par exemple, la mise à disposition d'un technicien, donc qui va avoir voilà, qui va être valorisé à son coût de technicien comme il le serait dans l'entreprise. Donc la valorisation, elle est bien au coût de revient. Donc là, l'entreprise, et d'où l'importance de la convention de mécénat, on va demander à l'entreprise de fournir son coût de revient, taux horaire ou sur la période de mise à disposition, en indiquant bien donc que c'est coût de revient, donc le salaire plus les charges, mais il n'y a pas de marge possible. C'est vraiment le
le coût à l'euro près auquel le salarié revient pour l'entreprise. Donc ça, c'était le dispositif de base. Et on a également un plafonnement donc, qui est que la personne mise à disposition, on ne peut pas valoriser son coût de revient au-delà de 3 fois le plafond de la sécurité sociale. Donc pour 2023, 131 976 €. Donc là, on parlerait de mise à disposition de cadres dirigeants de grandes entreprises qui interviendraient. Du coup, leur taux horaire, même si le prix de revient est supérieur à 3 fois le plafond de la Sécu, il sera quand même limité en termes de valorisation et de bénéficier du régime du mécénat à 3 fois le plafond de la sécurité sociale. Donc ça, c'était un peu des rappels, puisque le plafonnement, on l'avait déjà eu il y a 2 ans maintenant. Et les nouveautés de cette année, c'est que donc, la loi 3DS, donc une loi relative à la différenciation, décentralisation et déconcentration de l'action publique, permet maintenant donc la mise à disposition de fonctionnaires. Donc, c'est fait à titre expérimental sur 5 années, mais donc il va être possible pour les collectivités ou les entreprises publiques de mettre à disposition certains fonctionnaires au profit d'associations. Donc, cette mise à disposition, elle se fait donc au bénéfice donc des structures d'intérêt général, celles définies par l'article 238 bis du Code général des impôts, et les associations et fondations reconnues d'utilité publique, donc ouverts fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales. Donc, pour un projet évidemment entrant dans les missions statutaires de l'association ou de la fondation, il ne s'agit pas de mettre à disposition quelqu'un qui ne réponde pas à un besoin, à une action qui est menée par la structure d'accueil, et dans une limite donc, de 18 mois renouvelables, donc, dans la limite de 3 ans maximum. Donc, imaginez 2 fois 18 mois. Et pour la collectivité, donc ça n'a pas le caractère de mécénat puisqu'on est dans des entreprises publiques, donc pas soumis aux impôts commerciaux, mais par contre, ça va avoir le caractère d'une subvention, et il y aura donc une convention de subvention qui sera signée avec la collectivité pour cette mise à disposition. Donc, pour aller plus loin sur l'ensemble de ces dispositifs, vous retrouverez sur notre site L'Essentiel un dossier complet sur le mécénat qui vous permettra de retrouver toutes les dispositions dont on vous a parlé. Oui, merci Loïc. Je me permets juste d'intervenir. Il y a eu énormément de questions. Je pense qu'on ne pourra pas toutes les traiter à la fin. Simplement, effectivement, beaucoup de réponses seront indiquées dans ces différents guides. On traitera les questions prioritaires. Peut-être juste un point avant de finir sur cette section. Il y a eu des questions aussi peut-être pour faire un rappel sur l'obligation de déclaration de la toute première, puisqu'on pensait que tout le monde l'avait bien interprété, mais qui est concerné et qu'est-ce qu'on déclare? Je crois qu'entre les reçus, est-ce que les abandons de frais sont concernés? Il y a eu plusieurs questions. Ce serait peut-être bien de rappeler qu'est-ce qu'on déclare sur cette annuellement. Donc, oui, et du coup, je reprends la parole. C'est vraiment tous les dons et les versements qui sont mentionnés sur les reçus fiscaux. Donc, c'est vraiment toutes les informations qui sont données dans les reçus fiscaux émis. Donc, ça veut dire que ça peut très bien être du don en numéraire, du don en nature et de l'abandon de frais. Donc, c'est vraiment ces trois éléments. Il faut vraiment partir du reçu fiscal, et c'est ce qu'on a mis dans les reçus fiscaux qui doivent être déclarés sur la déclaration. Avec je ne sais pas si j'ai été claire. Le petit tempérament pour l'année 2021, puisque le reçu fiscal n'était pas encore obligatoire pour les entreprises, c'était en fait toute convention qui permettait de donner droit à l'avantage fiscal. Donc la convention de mécénat en 2021 comptait. Maintenant, de toute façon, on aura un CERFA correspondant. Donc pour à partir de 2022, il n'y a vraiment plus de questions. C'est dès qu'on établit un CERFA, il est à déclarer. Et peut-être juste le rappel, donc c'est toute personne morale, tout organisme, il y a, quelle que soit la nature, l'association d'Alsace-Moselle, puisqu'il y a eu la question, fondation, qui émettent des reçus fiscaux ouvrant droit à crédit d'impôt pour dons. Et c'est bien effectivement le nombre et le total des montants inscrits sur les reçus fiscaux. Voilà, c'est important que c'est bien le reçu fiscal qui doit faire la base de la déclaration. Très bien, je vous laisse poursuivre et je vous poserai les autres questions à la fin.
Merci Laurent. Donc, Aurélie va continuer sur le second thème, Oui. le petit point d'étape sur le contrat d'engagement républicain. Voilà, donc c'est important de refaire un petit rappel sur le contrat d'engagement républicain, donc qui est entré en vigueur au 1er janvier 2022. Donc on rappelle que c'est vraiment un document unique qui reprend en fait une série d'engagements, 7 de mémoire, et qui permet en fait d'assurer à l'administration que l'organisme qui est bénéficiaire s'inscrit dans le respect des principes fondamentaux de la République et de la concorde républicaine. Donc, rappeler dans quel cas le contrat d'engagement républicain est obligatoire. Donc, c'est toute structure qui va faire qui vont recevoir des subventions. C'est toute structure qui veut obtenir une reconnaissance d'utilité publique. C'est celles qui veulent obtenir un agrément. Et enfin, c'est toutes les structures qui veulent accueillir un jeune en service civique. Donc, le contrat d'engagement républicain, il va s'appliquer au sein des structures à différentes personnes. Tout d'abord aux dirigeants, ensuite aux salariés, aux bénévoles et aux membres. On a indiqué également que pour les associations et fondations RUP, donc reconnaissance d'utilité publique, on a une présomption en fait de respect du contrat d'engagement républicain. Donc, à part si, par exemple, on a une mise à jour de statut, on n'a pas on va dire, de mise à jour à faire parallèlement. Si tu peux passer la seconde diapo. Donc, les précisions qu'on souhaitait apporter, oui. Bon. Les précisions qu'on souhaitait apporter, ça concerne vraiment l'obligation d'information, puisque les associations et les fondations qui ont donc souscrit ce contrat d'engagement républicain, elles doivent informer tous les membres de l'association de l'existence, mais également du contenu de cet engagement, et insister sur l'obligation de les respecter. Donc, son obligation, c'est d'informer, mais également de veiller à ce que le contrat il soit respecté par tous, et également de prendre les mesures qui sont nécessaires si on constate soit qu'il y a des manquements, si on constate qu'il y a des manquements au respect de ce contrat d'engagement républicain. Donc cette communication, cette information, elle se fait de deux manières. Tout d'abord en interne. Donc on vous a un peu listé des possibilités d'information. Donc en interne, ce sont par exemple l'affichage dans les locaux. Ça peut être de porter ce contrat d'engagement républicain en annexe des statuts de votre structure. Ça peut être également de mettre à jour le règlement intérieur et de l'y insérer. Au niveau des salariés, ça peut être également de considérer le contrat d'engagement républicain comme une annexe au contrat de travail. On peut encore citer annexe au bulletin d'adhésion, peut-être annexe au contrat de bénévolat. Donc voilà, il y a différents moyens. Et en externe, ça va être une communication sur le site internet de l'association, par exemple, ou tout simplement de mettre à disposition l'exemplaire original au siège social de la structure. Donc, notre recommandation, c'est d'essayer de ne pas en faire plus que ce qui est exigé par la loi. Donc, en principe, affichage dans les locaux et diffusion sur le site internet permettent de remplir l'obligation d'information concernant le contrat d'engagement républicain. Alors juste pour les fédérations sportives olympiques, a priori, il y a un texte qui est passé récemment qui demanderait à ce que le contrat soit annexé dans les statuts ou mis en préambule, je ne me rappelle plus. Mais voilà, pour ces structures-là, je pense que c'est les fédérations nationales qui vont donner leur consigne, puisque c'est pour moi, après, en cours encore de discussion entre les fédérations et le ministère pour la mise en application de ça et la mise à jour des statuts, parce qu'elles avaient un délai de 2 ans de toute façon pour se mettre à jour. Alors, donc, pour respecter, voilà, dans le cadre de l'obligation d'information, donc il y a plusieurs, merci. Ça revient. Il y a plusieurs éléments qui sont à faire donc en pratique. On a listé 4 points importants. Donc, c'est tout d'abord de faire une revue en fait des critères républicains au sein de vos structures. Déjà de désigner peut-être une personne qui se charge de faire cette revue. Peut-être un référent interne, peut-être un comité ou peut-être d'avoir recours à un prestataire externe.
C'est deuxièmement de communiquer sur le contrat d'engagement républicain, donc en interne au sein, auprès de tous les membres, les dirigeants, les salariés et les bénévoles, et à minima par l'affichage dont on parlait tout à l'heure. C'est également mettre à jour la documentation juridique en s'assurant bien entendu que les statuts tels qu'ils existent aujourd'hui et votre règlement intérieur sont bien en phase avec le texte du contrat d'engagement républicain, ou à défaut, c'est de les mettre à jour pour être en conformité. Et enfin, puisqu'on a parlé tout à l'heure que l'une des obligations, c'était également de s'assurer qu'on respectait le contrat d'engagement républicain et qu'éventuellement on agissait dès qu'il y avait un manquement qui était constaté ou dont on avait connaissance, c'est de prévoir un suivi du respect du contrat, donc par un comité de suivi par exemple, un retour des incidents et les différents plans d'action qui peuvent être mis en place. Donc la vérification de la conformité aussi avec un agrément de l'entité ou avec les règles relatives à une fédération ou une union sont également à prendre en compte. Donc un travail à mener en interne sur ce contrat d'engagement républicain. Vous avez sur le sujet à disposition le webinaire qu'on avait animé moi et Pierre Lallemand sur le contrat d'engagement. Donc le replay est disponible sur notre site. Donc on sait que c'est un texte qui fait controverse dans le milieu associatif et comme on l'avait annoncé en octobre-novembre quand on avait fait le webinaire, il y a déjà un certain nombre de cas qui ressortent et de jurisprudences qui vont donner lieu à son interprétation, même si aujourd'hui, pour l'instant, la seule réponse de la ministre a été de dire qu'il fallait l'exercer sans excès de zèle. Néanmoins, on sent bien que voilà, par rapport aux problématiques juridiques notamment que ça pose, voilà, on va avoir des éclaircissements dans les années à venir. Et en tout cas, ce texte est toujours en débat, mais il est obligatoire aujourd'hui si on veut, comme disait Aurélie, donc bénéficier de subventions, employer un contrat civique, etc. Autre sujet, pas du tout en lien, mais donc sur un petit point de rappel sur tout ce qui est publication des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Donc on est, lorsqu'on reçoit donc 153 000 € de subventions en numéraire, ou plus de 153 000 € donc de dons ouvrant droit à des réductions fiscales, on a l'obligation de publier les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes. Donc ces documents, ils doivent être donc déposés sur le site de la DILA, donc direction des journaux officiels, donc dans les 3 mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire. Donc en fonction des statuts, évidemment, ça peut être un conseil d'administration, l'AG, etc., suivant comment c'est rédigé. Donc ça, c'est ce qu'on connaissait déjà. Par contre, la nouveauté, c'est qu'il y a une sanction désormais qui est applicable en cas d'absence de publication de ces comptes annuels. Donc pour les associations qui reçoivent plus de 153 000 € de subventions ou de 153 000 € de dons, donc amende qui peut être de 9 000 € avec donc la possibilité par le représentant de l'État, donc le préfet, de demander sous injonction et astreinte aux dirigeants de corriger et d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du CAC. Donc l'introduction de cette sanction qui peut être appliquée donc, aux associations, oui. Je me permets juste, du coup, l'amende, elle concerne simplement le seuil des subventions. Oui, pardon, oui, j'ai été C'est-à-dire, trop, oui, voilà, pas forcément comme été clair tu as les tout à l'heure, effectivement. Donc le seuil des subventions. D'où justement le tableau récap que on a essayé donc de vous préparer. Parce que vous allez voir que selon les cas, on n'a pas forcément les mêmes obligations. Donc, je vais essayer d'être relativement synthétique, puisque vous aurez le support et le replay pour vous y référer. Mais donc voilà, quand on est association et fondation donc, qui reçoivent donc, des montants de subventions supérieurs à 153 000 €, donc on a à la fois l'obligation de certifier les comptes, de publicité, donc dépôt sur le site de la DILA, des comptes annuels et publication du rapport du commissaire aux comptes, et sanctions pénales, donc uniquement pour les associations. Donc si on est une fondation
qui reçoit plus de 153 000 €, on n'a pas la sanction. On a les obligations de certification de publicité et de publication du rapport du CAC, mais pas la sanction. S'il s'agit donc de l'obligation liée aux dons et mécénats, donc il procure un avantage fiscal et que le montant collecté dépasse les 153 000 €, donc on a toujours cette obligation de certification des comptes, de dépôt des comptes annuels et de dépôt du rapport du commissaire aux comptes, mais la sanction aujourd'hui n'existe pas. Si on est un fonds de dotation, donc on a la certification des comptes annuels, donc si nos ressources dépassent 10 000 €, il n'y en a pas si on a des ressources inférieures à 10 000 €. On a malgré tout l'obligation donc de publier nos comptes annuels. La publication du rapport du commissaire aux comptes, donc sur le site de la DILA, donc qu'il soit public, il n'est pas imposé. Par contre, il doit être transmis pour vérification à la préfecture avec l'ensemble des documents à transmettre, notamment les rapports d'activité. Et il n'y a pas de sanction pénale prévue. Et donc pour les fonds de dotation en synthèse, donc on le remet bien, seule la publication des comptes annuels au JO requis. Donc on n'a vraiment pas l'obligé de déposer le rapport du commissaire aux comptes, même si des fois par simplification on dépose le rapport du CAC puisqu'il y a les comptes annuels qui sont annexés et tamponnés par le commissaire aux comptes. C'est pas obligatoire. Et donc en fonction de ce tableau-là, hein, c'est d'essayer de déposer que ce qui est obligatoire à faire et pas forcément déposer tout son dossier juridique si on n'y est pas tenu. Juste Loïc, je me permets juste peut-être de redire que les seuils en fait à apprécier, c'est vraiment 153 000 € de subvention ou de dons. Donc c'est pas les deux cumulatifs. Je vois qu'il y a une question dans le fil de discussion. Oui, donc c'est vraiment, on apprécie les 153 000 € de subvention. Donc si on est en dessous, on n'a pas l'obligation de remplir ces éléments. Par contre, si on dépasse sur les dons qui ouvrent droit à avantage fiscal, dans ce cas-là, on doit remplir les obligations. Donc c'est vraiment les deux sont à distinguer. Tout à fait. Hein, pour vraiment être très clair, si j'ai 100 000 € de subvention et 100 000 € de dons, je suis concerné par rien puisque je ne dépasse pas. Par contre, si j'ai 160 000 € de subvention, 100 000 € de dons, je suis concerné que par les obligations des subventions. Et si j'ai 160 000 € de subvention et 160 000 € de dons, j'ai les deux obligations qui se recoupent, mais on est obligé suivant deux dispositifs distincts. Donc important effectivement cette précision, on distingue bien subvention et dons pour ces seuils. Quelques mesures diverses donc liées aux différentes lois de finances et de financement, à commencer par les aides énergie. Voilà, donc tout d'abord les aides énergie, on vous a remis en fait les différents dispositifs des aides sur l'énergie qui sont disponibles pour les entreprises, on le sait, mais également pour les organismes du secteur de l'ESS. Donc on fait un rappel, c'est d'abord le bouclier tarifaire pour l'électricité. Donc il y a des conditions à remplir. On vous les a remis. Ensuite, si le bouclier tarifaire ne peut pas s'appliquer, on regarde si l'amortisseur électricité est possible pour les structures. Donc, l'amortisseur électricité, c'est l'aide forfaitaire de 20% de la consommation électrique, appliquée par le fournisseur. Donc, il faut pouvoir en faire la demande. Il faut en faire la demande auprès du fournisseur en remplissant un document. Donc, et ça va dépendre du tarif que vous avez en mégawattheure. Donc, les conditions, c'est les personnes morales de droit privé ou public dont les recettes annuelles provenant des financements publics et de taxes afférentes de dons et de cotisations sont supérieures à 50% des recettes totales. Et puis si, alors on peut cumuler les deux, il me semble, mais on a également le guichet d'aide au paiement des factures d'électricité et de gaz. Et donc ça, c'est possible pour toutes les associations qui sont employeuses ou assujetties aux impôts commerciaux. Donc là, l'aide, elle va être de 50% d'un écart entre deux factures, une moyenne de 2021 et une moyenne de 2022. Et la condition, c'est que les dépenses d'énergie ne représentent plus de 3% des recettes. Donc, les recettes à prendre en compte, c'est le chiffre d'affaires ou les recettes nettes, et on ne tient pas compte ni des dons ni des subventions perçues sur ces périodes.
À noter qu'il y a aussi un bouclier tarifaire pour le gaz concernant les structures EHPAD et handicap avec logement collectif. Donc, une aide sur les factures qui est valable jusqu'au 31/12/2022. Donc, attention aux dates pour les demandes de dépôt de demande. Enfin, deux éléments également pour les petites structures qui ne sont pas éligibles au bouclier tarifaire et qui auraient renouvelé leur contrat de fourniture d'électricité entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022. Il y a un plafonnement des tarifs pour 2023 qui a été voté. Enfin, en cas de difficulté de trésorerie liée à l'énergie, on a une possibilité de contacter les URSSAF pour demander des paiements adaptés des cotisations patronales. Donc, j'imagine que vous avez entendu parler de tous ces dispositifs, mais c'est bien de rappeler qu'elles sont également disponibles pour nos structures de l'économie sociale et solidaire. Le deuxième point dans les mesures diverses, c'est sur le répertoire sirène, sur le répertoire sirène, pardon. Donc, il faut savoir que depuis le 1er janvier 2022, les associations doivent transmettre au répertoire sirène des informations, des données quant à, d'une part, les coordonnées de ses représentants légaux. Donc, on vous a mis les informations qui doivent être communiquées, mais également de désigner parmi ces représentants légaux une ou plusieurs personnes de contact avec l'administration. Donc, c'est quelque chose qui est important à connaître, à savoir que ces renseignements ne sont pas accessibles au public, ça reste dans les bases du répertoire sirène. Un petit rappel concernant le numéro sirène qui est obligatoire dans les cas suivants. Bien entendu, quand l'association emploie du personnel, quand l'association est assujettie à la TVA, dans ce cas-là, des demandes, elles se font via l'URSSAF ou les impôts. Et si l'association souhaite recevoir des subventions ou des paiements qui proviennent d'une personne publique, dans ce cas-là, il faut qu'elle s'inscrive sur le site compteasso.association.gouv.fr. Et pour toutes les autres structures qui ne sont pas dans ces cas-là, on pense notamment aux fonds de dotation ou au CSE qui n'emploient pas de salariés, la demande peut se faire via l'adresse mail qu'on a indiquée en fournissant des pièces justificatives. Ça fonctionne très bien. Le troisième point... Je fais le gardien du temps. Excusez-moi si je vous demandais d'accélérer un petit peu sur certains points. Voilà. Merci. Alors, je vais passer rapidement sur la suivante qui concerne en fait la possibilité pour les associations de transmettre leurs fichiers de donateurs entre elles. Donc ça, c'est une possibilité qui est ouverte. Toutefois, il faut respecter en fait certaines règles du RGPD et notamment l'obligation d'informer les personnes de ce transfert et leur permettre d'exercer leurs droits de rectification ou de correction ou de refus gratuitement et facilement. Donc, il y a une fiche pratique qui est proposée par la CNIL sur ce sujet. Alors, je vais poursuivre sur la main, Loïc. Mesures, merci. En allant assez vite, puisque le but, c'était surtout que vous les ayez à disposition dans le support pour aller vous y référer, et notamment au texte complet si vous êtes concerné. Donc, rappel sur les franchises des impôts commerciaux. Donc, le seuil qui était de 73 518, il bondit jusqu'à 77 488. Donc, suite à la revalorisation pour 2023, juste 30 secondes sur ce seuil, c'est bien 77 488 €, tant que les opérations lucratives restent accessoires à l'ensemble de l'activité de la structure. C'est pas si j'ai pas d'autres ressources à côté ou j'ai 20 000 € de ressources, je ne peux pas faire 77 000 € d'opérations lucratives. Il faut bien que ça reste accessoire et donc disproportionné par rapport au reste de l'association. Je n'étendrai pas parce que sinon ce serait trop long. Sur la taxe sur les salaires, donc même chose, nouveau seuil pour l'abattement pour les organismes non lucratifs à 22 535 €. Donc, un petit rappel sur le rapport d'assujettissement, donc qui est lié effectivement entre notre ratio de TVA et les opérations non soumises à TVA, et notamment qu'on exclut les subventions à caractère exceptionnel. Donc, c'est le point important, avec notamment la mise à jour de ce qu'est une subvention exceptionnelle, et on doit se placer. Ça, c'est la mise à jour du BOFIP, donc du 30 mars 2022. On doit se placer chez le bénéficiaire, donc peu importe
comment est rédigée la convention par l'organisme qui la verse, ni comptablement dans quelle case du compte de résultat on va le mettre. Ce qui doit être exceptionnel, c'est dès lors que c'est une aide non répétitive, même si c'est échelonné dans le temps, même sur plusieurs années, qui est destinée donc à financer une dépense précise, à soutenir une opération particulière ou faire face à un événement particulier, et qui est accessoire par rapport aux recettes normales de la structure. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on peut considérer que c'est une subvention exceptionnelle et donc l'exclure de notre prorata de TVA. La loi 3DS, donc quelques mesures qui ont été apportées, donc publication des subventions, donc dès lors qu'on, pour une même structure et par plusieurs subventions, on dépasse un montant cumulé de 23 000 € sur 12 mois civils. Donc il y a une obligation de rendre accessibles les données essentielles de chaque subvention. Donc c'est pour quel objet ça a été donné par le montant, par la collectivité. Donc ça c'est juste pour avoir à l'esprit que si on reçoit même en 3 fois 10 000 €, ça nous fait 30 000 €, même si c'est 3 conventions différentes. La collectivité devra publier que telle association a reçu 30 000 € pour tel objet. Donc pour les spectacles cinématographiques, donc une subvention qui a été étendue donc en fonction des places par semaine ou si on est en arrêt essai. Et la clarification de ce qu'est un représentant d'une collectivité territoriale intéressée. Hein. Pour mémoire, à une époque, il fallait retirer toutes les collectivités des statuts parce qu'ils ne pouvaient pas être jugés partis. Donc maintenant, c'est toujours le cas, mais l'élu peut représenter sa collectivité ou être présent dans une association à condition de respecter un certain nombre de critères, de non-prise part aux délibérations, etc., pour ne pas être en conflit d'intérêts. Donc ça a été précisé par les textes. Et puis donc quelques brèves, donc les dons de collectivités ou de groupements qui peuvent être faits, donc de biens meubles, hein, donc du mobilier, du matériel informatique qui renouvellerait, etc. Donc qui peuvent être faits à des associations d'intérêt général pour équiper, former ou accompagner des personnes en situation de précarité. Donc maintenant, ils peuvent le faire. Le mécénat de compétences des agents publics, on en a parlé lors de la mise à disposition des fonctionnaires. Et puis donc donc en cas d'accompagnement, donc des personnes handicapées pour l'aménagement des territoires, etc. Donc quelques jurisprudences, donc du coup qui précise qu'on ne peut pas se prévaloir de la non-obtention d'une subvention si on dépose un dossier incomplet, donc la veille du dernier jour. Hein. Du coup, si la subvention est refusée par la collectivité, on n'aura pas de recours puisqu'on doit être en mesure de déposer un dossier complet dans le délai qui est imparti par la collectivité. Donc si, même chose, donc une collectivité qui aurait connaissance que sa subvention n'est pas utilisée de manière conforme à l'objet pour lequel elle a versé, elle peut arrêter le versement de sa subvention en prévenant l'association bien évidemment, mais elle n'est pas tenue du coup par la convention. Et une collectivité peut également du coup demander le remboursement des sommes qu'elle a octroyées si la justification de l'emploi de la subvention n'est pas donnée ou en tout cas n'est pas probante par rapport au cadre de la convention de subvention qui avait été établie. Donc du coup, les conventions de financement restent importantes et bien lire leurs clauses et notamment les justifications et objets qui sont prévus. Très rapidement, pour rappeler que au niveau de ce qui est facture électronique, donc toutes les personnes morales restent concernées, donc dès lors qu'on sera entre professionnels, hein, donc, et notamment en termes de réception de factures, vous serez également concernés. Donc on avait déjà présenté le calendrier, donc il n'a pas rebougé depuis l'année dernière. Donc on peut être amené dès le 1er juillet de cette année à recevoir
en facture électronique, donc c'est en totale dématérialisation, hein, sans forcément de PDF derrière, donc ces factures, on pense notamment aux factures de téléphonie ou d'électricité qui pourraient arriver ainsi totalement en flux dématérialisé, comme on envoie les flux de DSN, par exemple, pour ceux qui ont des salariés. Et enfin, donc un petit point sur cet état des avantages et ressources en provenance de l'étranger. Ah oui, on a voulu refaire un petit point sur l'état des avantages et ressources en provenance de l'étranger, même si tout le monde n'est pas forcément concerné. Je crois qu'il y a une petite diapo juste avant, Loïc. Non. Alors, Non. du Si. coup, la date de mise en œuvre. Voilà. Si, c'est bien, Merci. Donc, un petit rappel déjà. Donc, les organismes qui reçoivent ces avantages et ressources en provenance de l'étranger doivent établir un état détaillé de ces avantages et cet état doit être inséré dans les comptes annuels, dans l'annexe des comptes annuels. Donc, on rappelle les entités qui sont concernées. Donc, il y a des effets de seuil. Donc, pour les associations loi 1901 et les fonds de dotation qui bénéficient de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit à réduction d'impôts, lorsque ces avantages et ressources en provenance de l'étranger dépassent 153 000 € par an, elles doivent établir un état détaillé. C'est également le cas pour les associations cultuelles et mixtes, hein, donc dites loi 1905 ou loi 1907, ainsi que les associations qui ont un objet cultuel qui relève du code local applicable dans les départements d'Alsace-Moselle lorsque le seuil est dépassé, et ce seuil, c'est 50 000 € d'avantages et ressources. À noter que les fondations ne sont pas du tout concernées par l'obligation d'établir cet état. Donc l'obligation, elle est applicable à compter du 1er janvier 2023, c'est-à-dire maintenant. Donc cela implique plusieurs éléments de votre part. C'est vraiment la première chose, c'est de mettre en place des processus qui permettent d'identifier toutes ces ressources et avantages reçus de l'étranger, de collecter toutes les informations qui vont devoir figurer dans l'état détaillé. Et à noter également que la production de cet état ne vous dispense pas de réaliser les procédures dites TRAC-fin, c'est-à-dire le traitement, la vérification des sommes qui sont reçues, notamment pour lutter contre la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, mais aussi la fraude fiscale, sociale et douanière. Donc la traçabilité des avantages et des ressources doit vraiment être prévue dès qu'elle, elles doivent vraiment être listées. Et également, ce qui est important, c'est que quand les avantages et les ressources sont reçus, ça peut être soit directement, soit indirectement. Ça peut être indirectement par d'autres structures, et dans ce cas-là, on est également concerné. Ce Donc, qui on veut a dire rappelé les dès qu'on a un doute ou un soupçon que ça provient de l'étranger, il faut tout de suite se poser les questions et puis remonter à la source pour voir d'où ça provient, de quel pays, pour pouvoir après compléter et puis répondre aux demandes qu'on pourrait avoir derrière. Donc pour les sanctions, 2 éléments. Tout d'abord, c'est une amende de 3 750 €, donc qui peut être même portée jusqu'au quart de la somme des avantages et ressources qui ne sont pas inscrits dans cet état séparé. Donc c'est vraiment important d'être exhaustif sur ces éléments. Et puis, ayez aussi à l'esprit que la non-production ou ou production partielle de cet état, la non-production, et la production partielle de cet état, en fait, va entraîner la révélation, Révélation. pardon, ouais, je vais y arriver, de faits délictueux auprès du procureur de la République par vos commissaires aux comptes. Donc ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas forcément que des sanctions pécuniaires. Je vous propose de présenter très rapidement les tableaux parce que nous allons arriver à la fin. Il y a Oui. quand même quelques questions intéressantes. Voilà, merci. Oui, donc on vous a mis l'état qui doit être, le modèle qui est imposé par le règlement comptable. Donc ça, c'est le modèle de l'état détaillé qui est obligatoire. Toutefois, on va voir juste après que dans l'annexe des comptes, on a la possibilité de mettre uniquement un état synthétique
mais uniquement pour les entités qui sont soumises à l'obligation de publier leurs comptes annuels. Donc, pour des questions de confidentialité, il y a eu cette possibilité qui a été actée. Donc, ça veut dire que nous préconisons uniquement de produire cet état synthétique dans l'annexe des comptes lorsqu'on a l'obligation de publier ces comptes annuels. Et l'état détaillé est indispensable et doit toujours être conservé par la structure et établi. Enfin, je pense qu'on va juste signaler que pour les associations cultuelles, donc il y a différents seuils qui sont applicables. Donc là, on vous invite pour les concernés à consulter toute la diapo et puis revenir vers nous. Là, on est dans le après, cas de la effectivement. nomination du commissaire aux comptes, Loïc. C'est ça. Et puis donc revenir vers vous le cas échéant, puisqu'il y a différents seuils et différents cas qui seraient trop compliqués de faire maintenant, avec également des déclarations préalables. Enfin, voilà, donc si vous êtes association cultuelle, jetez un œil aux diapos et n'hésitez pas à revenir vers nous pour vous laisser là un peu de place aux questions. Laurent. Très bien, écoutez, alors déjà Aurélie et Loïc, merci beaucoup. Je crois que c'était très clair et assez fourni. Vous avez beaucoup d'informations. Le support, comme on l'a indiqué dans le fil de discussion, vous sera transmis. Il y aura un lien vers un replay. Donc, on va essayer de traiter quelques questions. On ne pourra sans doute pas toutes les faire. Donc, Aurélie et Loïc, je vous les ai publiées également. Je vais commencer par une toute simple parce que c'est rare qu'on nous pose des questions comptables. Alors, autant commencer par celle-ci. À partir du moment où on a des abandons de frais, est-ce qu'il faut les comptabiliser? Oui. Oui, il y a une comptabilisation spécifique qui est prévue, donc on doit les enregistrer en deux temps, hein, c'est-à-dire en dette avec un compte 467 de dette envers son bénévole, donc au fur et à mesure où il produirait ses frais, donc par les comptes de déplacement ou d'achat de petits matériels ou autres, en tout cas les frais qu'il a avancés pour l'association, et compte donc 467 qui serait soldé par le compte de dons au moment où il produit l'abandon de frais, ou soldé par un compte bancaire si effectivement on rembourse le bénévole. Donc l'inscription peut être au fur et à mesure des justificatifs. Par contre, la constatation en don au moment où on établit le reçu et qu'il a acté la petite mention qui va bien, je sous-signé, déclare, renoncer, etc. Donc, une comptabilisation en charge et produit. Voilà, c'est ça qui est Voilà, important, qui est obligatoire. une comptabilisation en charge et en produit pour les abandons de frais, c'est l'unique cas où on doit inscrire dans le compte de résultat tout ce qui est dans les reçus, sinon c'est des contributions volontaires en nature. Voilà, puis pour la petite précision journal d'achat ou d'OD, alors là, on va peut-être pas rentrer dans le détail, mais on pourra vous donner l'écriture complète si vous le souhaitez. Je vais Elle revenir figure sur le rapidement sur site, ouais. les dons et mécénat, parce qu'il y a eu énormément de questions. Alors, peut-être juste, il y a une question de dire, par exemple, sur le reçu fiscal à l'entreprise, si on n'a pas le numéro SIRET d'une entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut le produire sans le numéro de SIRET? Qu'est-ce qu'on risque? Voilà, en gros. Eh ben, donc on a l'obligation de mentionner, c'est une mention obligatoire en fait du reçu fiscal, donc il faut demander le numéro SIRET à l'entreprise donatrice. Et si vous vous rappelez, les mentions qui ne sont pas remplies et qui sont obligatoires, on a une possibilité d'amende de 15 € par mention oubliée ou non remplie. Donc c'est impératif de demander l'information directement à l'entreprise donatrice. Donc, dès qu'il y a un doute, il faut vraiment se retourner vers votre donateur. Il a tout intérêt à vous donner l'information. Avec cette double sanction possible, c'est que lui-même ne puisse pas avoir de crédit d'impôt en cas de contrôle, tout simplement, parce que il n'a pas le reçu qui correspond à son numéro SIRET. Il y a eu des questions également sur les abandons de frais, les remboursements kilométriques. Est-ce qu'on peut garder, par exemple, un forfait pour les remboursements de frais kilométriques? Donc, je pense que la question est de dire, voilà, pour un déplacement, je donne 10 €, ou est-ce qu'il faut donner le détail? C'est du détail, c'est un nombre de kilomètres fois un montant par kilomètre. Que là, après, c'est plus un abandon de frais. Et puis, fiscalement et socialement, ce serait, dès que c'est forfaitaire, on tombe dans des salaires déguisés ou il faut vraiment que ce soit justifié, nombre de kilomètres et montant du kilomètre.
Ouais, la fiche d'abandon de frais doit préciser en fait la nature, le frais, et sa raison, Et, et et etc., l'objet, etc. oui. Et l'objet, c'est des fois oublié, mais pourquoi et pour quelle raison pour l'association on a fait ce déplacement. Très bien. Il y a eu une question également, ce qui était, je trouve assez intéressante, sur le mécénat de compétences, en disant, voilà, quand on le valorise, est-ce qu'on est dans l'obligation de demander une facture ou pas à l'entreprise pour justifier du coût de revient? Est-ce que c'est une obligation? Alors non, en fait, ça a été, confirmé par l'administration, donc c'est bien l'entreprise qui reste responsable des informations qu'il fournit puisque, on ne va pas mettre à la charge de l'association, la fondation ou le fonds de dotation qui reçoit d'aller vérifier les comptes de l'entreprise pour déterminer son coût de revient, hein. Chacun son métier et chacun ses infos. Par contre, d'où l'importance qu'on disait dans la convention de mécénat de bien préciser à l'entreprise qu'elle doit, fournir son montant au coût de revient. Après, c'est l'entreprise qui sera responsable du montant qu'il indique. Donc l'association, si elle a émis son reçu avec les infos fournies par l'entreprise, elle a rempli son obligation. Si l'entreprise se fait contrôler et qu'elle n'a pas donné le bon montant de coût de revient, c'est elle qui sera sanctionnée, mais pas l'association, puisqu'elle, voilà, elle est vraiment, elle demande, les infos et elle les restitue dans le CERFA comme demandé. Donc, en résumé, effectivement, on va demander tout document disponible de l'entreprise. C'est pas, la facture en tant que telle n'est pas exigée par la loi. Mais on doit avoir un document. Alors peut-être une dernière question, parce que je vois qu'il y a des personnes qui, mais au moins, et puis pour les autres questions, ben, on sera en capacité de vous répondre. Soit vous nous ferez un petit mail, soit vous regarderez sur notre site internet. Je vous rappelle quand même qu'on a beaucoup d'informations. Sur le contrat d'engagement républicain, une personne a dit, mais comment signer le contrat, sauf erreur, il y a juste une coche à indiquer lors d'une demande de subvention. Donc je pense qu'il y a une petite confusion entre Ah oui. informer qu'on l'a signé ou la signature effective. Qu'est-ce que vous Tout pouvez à nous dire fait. là-dessus? Donc le contrat, il est en annexe à la loi du 31 décembre 2021. Donc il a à reproduire, en l'état avec ses 7 engagements. Il doit être signé par le représentant légal de l'association, et c'est ce document, signé qui doit être communiqué après à ses membres, ses salariés, ses bénéficiaires et cetera. Il y a bien cet acte de signature et c'est cet acte de signature qui n'est pas requis parce que c'est présupposé pour, tout ce qui est reconnu d'utilité publique, association, fondation reconnue d'utilité publique. Par contre, pour tous les autres, il y a cette démarche de le signer, de le publier sur son site internet et cetera, qui est à faire et c'est pas effectivement la simple coche. C'est juste pour dire aux financeurs, «Oui, je l'ai signé, je suis conforme», et après selon les cas, certains le demandent, d'autres ne le demandent pas. Mais là, c'est juste une matérialisation qu'on l'a fait en amont normalement. Tout à fait. Donc, on doit informer qu'on l'a bien signé. Et il y a eu une question, savoir est-ce qu'il existe un CERFA? Non, il n'y a pas de CERFA. Par contre, il y a des modèles fournis par les financeurs, souvent disponibles, et pour le mettre, j'allais dire, à son organisation avec des modèles d'une page qu'il suffit de signer. Mais sachez que là, vous les trouvez vraiment, c'est souvent auprès des financeurs qu'on a la meilleure information. Une toute dernière, parce que je vois qu'elle a été posée 2 fois quand même, mais elle est intéressante. Est-ce qu'on peut refuser le remboursement de frais et les obliger à faire un abandon de frais? Je Eh trouve que c'est un, ben, un vrai sujet, hein, mais. c'est un vrai sujet, mais c'est une vraie, enfin, un vrai cas où on a des redressements fiscaux et des contrôles fiscaux sur le sujet. L'abandon de frais est une option offerte à notre bénévole. Le principe est qu'on le rembourse. Donc, on ne peut pas, un bénévole qui demande le remboursement de ses frais, on doit être en mesure de le rembourser. Je ne développerai pas, mais on a déjà eu des jurisprudences où l'administration a essayé de démontrer que l'association en question n'était pas financièrement en mesure de rembourser les frais si on le lui demandait et que donc c'était, un peu tronqué et que, voilà. Donc il y a des questions sur le sujet, mais ça doit rester une option. Donc un bénévole qui demande le remboursement, on doit, lui offrir le rembourser puisque c'est son droit dès lors qu'on l'a prévu. Avec le cas échéant, la possibilité peut-être qu'une association vote dans ses règlements intérieurs de ne pas rembourser jamais pour personne, et ça c'est le vrai sujet, certaines Mmh. ne pas prendre en compte ce remboursement, tout le monde serait informé, mais qui serait aussi un peu compliqué quand même, mais bon, si ça, Mais ça c'est pourrait ce qui exister. Oui, enfin pour, vraiment confirmer, hein, pour qu'il y ait pas d'ambiguïté, si on décide de ne pas rembourser les frais, on ne peut pas non plus faire d'abandon de frais, hein.
Voilà, tout à fait. Et voilà, exactement, tout à fait. Alors peut-être juste, si vous pouvez mettre la dernière diapo, je ne ferai pas les 2-3 dernières questions qui renvoient à notre site et au planning des webinaires. Donc pour Voilà. vous informer que voilà, on est au Le 3e prochain, ouais. webinaire et vous avez notamment un webinaire qui, je pense, pourra reprendre d'ailleurs certaines questions sur les bonnes pratiques juridiques, puisqu'on vient de parler des règlements intérieurs, des statuts. Et c'est vrai que le contrat d'engagement à citer dans les statuts ou dans le règlement intérieur, c'est un vrai sujet. On le préconise. Bon, on ne va pas le développer, comme ça je fais du teasing pour le prochain. Et puis au mois de juin, on fera un point également assez complet sur l'appel à la générosité du public. Alors qui concerne peut-être pas tout le monde, mais alors là, il y a vraiment énormément de choses à dire, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'implications. Donc n'hésitez pas également à y assister, à vous inscrire. Et je crois qu'on a en dernière page, il me semble, Loïc, peut-être le renvoi pour ceux qui ne regardent pas, qui n'avaient pas vu avant. Hein. Donc, on a notre site Inextinso qui s'appelle ess.inextinso.fr, hein, qui est dédié à l'actualité et à l'information. Donc, tout ce qu'on a abordé la plupart du temps à un développement, n'hésitez pas. On a vraiment le développement quasi complet sur l'ensemble de ces thèmes. Voilà, bah, écoutez, je vous Et remercie peut-être beaucoup. Oui, vas-y, Aurélie. rappeler notre newsletter qui est envoyée tous les 15 jours avec différents thèmes abordés. Donc pour s'abonner, il n'y a plus qu'à cliquer, aller sur le site ess.inextenso.fr. C'est simple et comme ça, vous recevrez de l'information sur le secteur tous les 15 jours avec des thèmes d'actualité. Très En bien, tout cas, bah, merci merci à beaucoup. toutes et à tous de votre participation. Merci, On oui. n'a pas trop dépassé. Désolé pour ceux qui avaient quitté des Non, 10 non, mais heures, mais en tout cas, le replay est disponible. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter ou contacter votre référent régional selon où vous habitez pour plus d'infos ou s'il y a besoin de compléter nos propos. Et merci beaucoup Merci à à tous. Et tous. puis, prochaine avril. fois, 9h, 10h10 pour les invitations. À bientôt. Au revoir. Je te laisse Au Merci, fermer. bonne revoir. journée à tous. Au revoir.